Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Rivers Basket Session. Et puis là, épisode un peu particulier parce que la saison NBA vient de se terminer. On sait enfin qui est le champion NBA après une année vraiment compliquée avec des rebondissements, des blessures, etc. Et on pensait que c'était le bon moment de faire à la fois un petit récap de ces finales et de se projeter déjà vers l'avenir, essayer de voir ce à quoi on pourra s'attendre pour la saison prochaine. Pour ce nouvel épisode du podcast, je suis rejoint comme d'habitude par mes deux acolytes, Antoine Pimel et Shai Mamou. Comment ça va les gars après cette série en 6 matchs? Pas trop crevé, pas trop sur les rotules? Non, ça va aller. On était même prêt pour un game set s'il fallait, hein, tu sais. Pas moi, pas moi. Moi, j'étais pas prêt. Mon cœur, il était pas prêt. Mais ça va. Finalement, ça aura pas été Suns in 4, mais Bucks in 6. On n'a pas encore beaucoup de recul sur cette finale pour l'instant, mais quelle saveur vous a laissé en bouche au bout du compte cette finale inédite, surprenante, avec pas mal de renversements de situations. Comment vous avez vécu cette finale, tout simplement, l'un et l'autre? Euh, Comme on l'avait déjà dit, c'était déjà dans tous les cas quelque chose de rafraîchissant. Il y a plein de gens qui, peut-être plus les fans de base, entre guillemets, qui sont moins au taquet, qui auraient aimé qu'il y ait un peu plus de star power, on va dire, du LeBron, du KD, voilà, qui aiment quand il y a de la star. Euh, Moi, perso, j'ai vraiment trouvé ça hyper rafraîchissant, des équipes qu'on n'avait jamais vues à ce stade-là. Euh, Même les matchs en eux-mêmes, en fait, ils étaient hyper ouverts, hyper intéressants à suivre. Voilà, on a vu l'avènement d'un joueur qu'on espérait voir couronné, dont on n'était pas sûr, qui a eu un parcours assez incroyable et magnifique. Et ouais, on a l'impression d'avoir assisté à un moment marquant dont on se souviendra après, quoi. C'est pas toujours le cas pour les finales, hein, parce que quand c'est plusieurs fois la même équipe qui gagne ou que c'est des joueurs qu'on a déjà vu gagner, il y a toujours une saveur un peu particulière quand il y a le parfum de nouveauté et de moments marquants, quoi. Ah, Shai, il a trouvé le mot-clé parfait, la saveur. Moi, ce que je retiens, c'est Giannis, en fait. Que les Bucks ou les Suns gagnent, je m'en fous. Ouais, je vais le dire honnêtement, je m'en fous. Mais par contre, que Giannis y gagne, même encore aujourd'hui, je suis content. Tu vois, je me lève le matin, je me dis, putain, Giannis, il est champion NBA, quoi. Et franchement, ça me fait grave plaisir parce que c'est vrai qu'il n'y avait pas le même star power que d'habitude. Mais par contre, je pense qu'il y avait la superstar la plus fraîche de la ligue, en fait. C'est vraiment le mec. Euh, Même Lillard, je trouve qu'il n'est pas aussi frais que Giannis et pourtant j'adore Lillard plus que n'importe quel autre joueur, mais Giannis sur la personnalité, c'est quand même extraordinaire sur le terrain, en dehors, l'état d'esprit, tout. Et moi, c'est ça que je vais retenir, ouais, c'est que ce gars-là, maintenant, il est champion NBA. Peu importe ce qui arrive dans toute la suite de sa carrière, même s'il ne regarde plus jamais, c'est pas grave, il a déjà gagné et c'est beau. Franchement, c'est magnifique. C'est un des plus beaux titres que j'ai vu récemment. Ça me fait penser à celui de Dirk, en fait. Mais Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ça fait penser à ça. Le côté, Dirk, c'était plus un peu plus tard dans sa carrière, mais il y a le c'est côté, ça, c'est bon, maintenant c'est que du bonus. Ça aurait été con qu'il soit dans le club des légendes qui ait pas de bague, quoi. grave. Et c'est que du bonus alors qu'il a que 26 ans. Donc, en fait, ça va Ouais, vraiment être parfait, quoi. C'est nickel. Ouais, ce qui est beau, je vous rejoins là sur la comparaison pardon, avec Dirk, c'est que j'ai un peu le sentiment aussi que ses performances pendant cette finale, pas simplement le fait d'avoir gagné, mais la manière dont il a porté son équipe durant cette finale a complètement validé ces deux titres de MVP qui commençaient à être un petit peu remis en question. Moi, j'avais le sentiment Ouais. par les médias et même par d'autres joueurs, comme si c'était un peu un faux MVP ou un MVP de stats, un mec qui fait que sauter et dunker, comme le notait James Harden. Mais moi, ce que j'ai trouvé assez incroyable, notamment sur la fin de cette série, c'est la manière dont systématiquement, au moment où son équipe avait le plus besoin d'une action décisive ou d'une série de points, il a systématiquement trouvé le moyen d'être ce joueur-là, sans pour autant vouloir s'accaparer tout le spotlight ou vouloir trop en faire. Et c'est là que j'ai le sentiment qui est un peu flippant pour le reste de la ligue au bout du compte, c'est que comme tu l'as dit, Antoine, il a que 26 ans et j'ai vraiment eu l'impression que pendant cette finale, il avait passé un cap dans sa lecture de jeu et aussi dans sa compréhension de quelque chose qui est assez dur au bout du compte, je pense, pour des joueurs de ce calibre. C'est le moment où il faut faire jouer le reste de l'équipe, les moments où il faut prendre ses responsabilités, comment le faire, tout en restant un élément important en termes de leader. Et là, je parle de leadership, c'est peut-être ce à quoi tu faisais allusion, Antoine, c'est sur
ses interactions avec ses coéquipiers, même les moments où les rares moments où on l'a vu pousser des gueulantes ou autres, on a vraiment le sentiment qu'il cherche à élever ses coéquipiers avec lui et qu'il n'y a pas du tout à simplement chercher un coupable à pointer du doigt ou autre. Et ça, voilà, 26 ans, une équipe solide autour de lui, un coaching staff qui a fait le job, et ben je trouve ça intéressant pour l'avenir. Non, c'est clair, c'est clair. Et son leadership, comme tu le notes, il est rafraîchissant aussi parce que il a toujours le sourire, il est toujours dans le positif. Et en fait, ça se démarque beaucoup du discours d'autres stars, et notamment de stars américaines, même si je ne veux pas généraliser, mais tu sens qu'il y a quand même une différence de culture et de mentalité. On l'avait déjà noté, lui, il n'hésite pas à dire quand il y a quelqu'un qui est meilleur que lui, mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas se donner à fond. Il n'hésite pas à s'afficher, en fait. C'est comme il disait sur les lancers. Et au final, bah, il tue les Suns au lancer franc sur le dernier match. Euh, il n'hésite pas à dire qu'il est là pour prendre du plaisir, même avant un match 5. Tu vois, il n'hésite pas à avoir un discours moins sérieux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Dwight Howard, il se faisait allumer quand. Bon, alors, c'est pas le même type de joueur, hein. Il n'assumait pas de la même manière, mais voilà, il se faisait allumer juste pour le simple fait d'avoir envie de kiffer, d'avoir envie de rigoler. Bon, au final, Giannis, ça marche pour lui. Donc, on n'est pas tous obligés d'être en mode Mamba mentality. Mais Euh, il y a ce côté, en fait, il y a deux trucs avec Yanis et justement, là, il y a un bouquin qui sort sur lui de Mirin Fader. Il y a quelques extraits qui sont sortis. Il y a le côté où en dehors, il est un peu goofy, comme ils disent, où il adore déconner tout le temps, etc. Et sur le terrain, il s'est un peu fait violence parce qu'au début, justement, il était un peu loufoque et a donné l'impression de pas toujours prendre tout au sérieux. Et il s'est fait violence, en fait. Il a voulu changer son personnage et il s'est mis en mode agressif. Et sur le terrain, alors, il va sourire de temps en temps, kiffer un peu, mais c'est une bête sur le terrain. Il rigole ouais, pas du c'est tout. Il clair. est toujours à 200%. Voilà, c'est aussi ça qu'a. Et l'autre truc qui me paraît important, c'est qu'il continue de progresser constamment, en fait. C'est-à-dire que chaque saison, il est arrivé, on a dit, ah tiens, bah, ça va devenir un meneur de jeu, tiens, ça va devenir ça, il va progresser au shoot, machin. Là, même en cours de playoff, en cours de série, il arrive à progresser au lancer franc, qui est quand même une donnée. C'est compliqué de progresser au lancer franc sur une série de playoffs quand je ne sais plus quels étaient ses pourcentages, mais sortir un. C'est quoi, il a fait 17 sur 19 là? Ouais, 17 sur Ouais. 19. C'est incroyable, un match qui peut te donner le titre. Il y en a énormément qui se seraient fait dessus, quoi. Enfin, et fort logiquement, on n'aurait même pas forcément pu leur en vouloir. Regarde, tu parlais de Dwight Howard, les finales contre les Lakers. Bah, il n'est pas subitement devenu bon au lancer et ça a fait perdre un ou deux matchs parce que dans le Money Time, il les a pas mis, quoi. Ouais, Donc, c'est clair. oui, il y a ce côté-là et c'est encore c'est ça. Là, on se projette déjà, mais de se dire, il a 26 ans, il peut encore progresser. Il y a encore des trucs où il peut progresser. Il peut se mettre à être plus fiable au shoot, ce qu'on veut, plus passeur, je sais pas. Mais il est terrifiant, le garçon, quoi. Ben, je suis d'accord parce que ce qui est impressionnant, c'est de voir à la fois la marge de progression qu'il a dans certains secteurs du jeu, où on sait très bien Mm. lesquels c'est, l'adresse au tir extérieur ou au lancer franc, où il y a une marge énorme de progression potentielle encore sur le reste de sa carrière, et aussi tout un tas de petites choses qu'il faisait déjà bien et j'ai le sentiment qu'il fait de mieux en mieux, et Mm. notamment dans sa qualité de passe. Alors, c'est toujours un joueur qui était plutôt créateur, qu'on a vite mis en avant justement parce il était altruiste, il trouvait ses coéquipiers. Mais je trouve que vraiment dans la qualité de ses passes, pendant ces finales et notamment pendant les derniers matchs, il était impressionnant. Les ballons arrivaient Mm. toujours dans le bon timing, au bon endroit. Il n'y avait pas d'approximation. Non seulement tu sens qu'il comprenait de mieux en mieux d'où allaient venir les prises à deux et où allaient être les joueurs libérés à qui donner la balle, mais vraiment une qualité de passe que moi j'ai trouvé particulièrement impressionnante et pas forcément dans les passes décisives. Hein. Ça peut être simplement Mm. fixer des défenseurs, ressortir, puis après il y a une autre passe. Mais ça, c'est une qualité qui est impressionnante vraiment pour un joueur qui finalement a commencé le basketball assez tard, euh, qui a encore effectivement des tas de choses à découvrir. Mais peut-être là-dessus aussi, on peut peut-être retomber sur cette notion de fraîcheur dont tu parlais, Antoine. C'est que on sent qu'il y a un vrai plaisir quand il est sur le terrain, une soif d'apprendre, une envie de continuer à progresser. Et finalement, les critiques adverses n'ont pas l'air de l'affecter tant que ça. À la rigueur, on a plutôt l'impression que ça l'alerte sur des points de progression sur lesquels il faut qu'il se concentre, mais il n'a pas l'air non plus il n'a pas brandi un point rageur à la fin des matchs ou en mode pour faire taire les haters ou compagnie. Et
bah ça, quand on a cette humilité et comment dire, cette capacité à comprendre les choses importantes à son âge et quand on est déjà aussi fort, c'est quand même sacrément impressionnant. Ouais, en plus, athlétiquement, il domine comme on a vu personne dominer depuis Shaq. Depuis chaque, Je crois que, ouais, c'est c'est clair. ça. Il y a pas, même LeBron, physiquement, a pas dominé autant, en fait, parce qu'ils font pas la même taille. Ils n'ont pas les mêmes bras non plus. Donc, forcément, c'est pas, en fait, c'est pas une pique envers LeBron. C'est juste, ils n'ont pas le même gabarit. Et du coup, l'impression qu'ils dégagent, les Suns, en fait, ils avaient aucune solution contre ça. Et d'un coup, tu avais l'impression que DeAndre Ayton, qui est quand même un joueur Ouais. physiquement, qui est quand même une masse, qui est un sacré athlète, tu as l'impression que voilà, c'est un pion pour Giannis, quoi. Il est au-dessus, physiquement, largement au-dessus du lot. Et c'est fou parce qu'au fait, tu as l'impression qu'il a la puissance de Zion, mais avec 15 centimètres de plus, quoi. Tu te dis, mais qui en NBA va l'arrêter? Non, C'est mais c'est exactement ça. Après, pour DeAndre Ayton, c'est vrai que sa tête lui rend pas service parce qu'on a l'impression que c'est un vétéran de 29 piges, le gars. Mais lui aussi, finalement, il est encore il est très jeune. jeune physiquement, donc il va s'étoffer. Il reste, enfin, Ayton en termes d'agilité et de force, il est quand même impressionnant aussi. Mais par contre, je te rejoins là-dessus, Antoine. Les moments où Giannis a voulu aller au cercle, il n'y a personne qui était capable de l'empêcher d'aller au cercle, ni des joueurs plus petits et costauds et expérimentés comme Jay Crowder, ni un mec comme Ayton qui, à plusieurs reprises, s'est fait bouger après le premier dribble. Premier dribble vers le cercle, coup d'épaule, boum, Ayton qui recule de 15 ou 30 centimètres et Yanis qui termine dans le cercle. Et ça, c'est vrai que Avec le, c'est avec le impressionnant. son spin move qui fait 98 fois et qui passe tout le temps, il met toujours en bonne position, c'est impressionnant. Il est Ça, tellement c'est aussi. rapide. Ouais, non, mais ça c'est, enfin, c'est du taf aussi, en fait. C'est ça ça montre bien qu'il a travaillé comme un acharné. Il a trouvé une force, il l'a travaillé énormément et il l'a exploité. Et ça va aussi dans ce sens-là pour sa défense, parce que là, il lâche quoi? Il lâche 5 contres dans le match, Ouais. sur des moments où c'est serré, voilà, où le momentum, il n'est pas forcément pour les Bucks. Il va te lâcher un contre improbable. Enfin, et même pas que sur Un les ou deux contres, d'ailleurs, goaltending, c'est un d'ailleurs. Mais... sauveur. Oui, voilà, on peut. Mais oui, voilà, c'est épatant. Et puis là encore, là, sur les contres, au-delà des qualités athlétiques, c'est la volonté, parce qu'il y en a plusieurs où il est loin et vraiment il fait un effort qu'on voit au bout du compte assez rarement. Alors là, il faut rendre hommage. Enfin, LeBron a plusieurs contres à son actif dans ce domaine, mais c'est rare quand même de voir des superstars qui, après une action offensive qui tombe à l'eau ou qui ne marche pas comme ils auraient souhaité, taper un sprint pour couvrir les trois quarts du terrain pour essayer d'aller mettre un contre. Il n'y a pas 50 joueurs qui font ça, hein, franchement. Et là, c'est pas simplement les qualités athlétiques de pouvoir le réaliser, c'est déjà d'avoir le cœur qui te pousse à revenir en défense comme ça. Et en fait, ce qui est un peu magique, c'est que parfois, rien que là-dessus, des fois, tu vas pouvoir mettre le contre et les arbitres vont même pas te siffler la faute parce qu'ils vont être tellement surpris eux aussi de te voir sortir de nulle part pour claquer le contre la planche que tu sens qu'il y a un petit moment de, comment dire, de surprise dans lesquels les arbitres sont pris un petit peu aussi, je pense, parfois. Mais c'est marrant parce qu'il a l'état d'esprit d'un role-player et du role-player qui devait être finalement en arrivant à Milwaukee, tout en ayant finalement la domination physique d'une très grande superstar. Et c'est quand même très injuste, toutes les notions sur son manque de skills. C'est vachement faux en fait, parce que même sans qu'il ait de tir, en fait, même sans tir, il a un footwork, son jeu de jambes, c'est incroyable en fait. C'est marrant que les gens encensent Olajuwon, encensent Kobe sur un aspect et se rendent pas compte à quel point Giannis il maîtrise cet aspect. Alors oui, il va pas faire des up and under ou des, il a pas besoin de faire comme Olajuwon en fait. Déjà parce qu'il n'y a pas les mêmes gabarits en face que ceux qu'affrontait Olajuwon, où forcément il fallait que tu sois vraiment très technique en plus d'être physique et grand pour te libérer et pour te créer un tir. Mais en fait, la manière dont il gère ses jambes, je ne sais pas si vous imaginez la taille de ses jambes, je ne sais pas combien ça fait en centimètres la taille de ses jambes, mais il a des jambes gigantesques et il arrive juste grâce à son jeu de jambes souvent à se créer des tirs, en fait, à se créer un angle. Et il n'a pas besoin de faire 15 feintes, tu vois, il n'a pas besoin de se retourner 10 fois pour juste avec son jeu de jambes est tellement performant qu'il arrive à se mettre en position très rapidement. Et ça, c'est un skill en fait. Je ne sais même pas pourquoi personne ne voit pas ça comme un skill. C'est du boulot, c'est pas un truc qui est inné en fait. Je suis totalement d'accord avec toi, Antoine. Et là, c'est notamment un secteur dont je trouve qu'il a beaucoup progressé. C'est dans sa gestion de sa longueur de jambe dans les espaces restreints, en fait. Parce que sur contre-attaque ou jeu ouvert,
bah, il était injouable, quoi. Il arrête son Ouais, en dribble au niveau des transition. 3 points, Eurostep, personne ne peut rien faire. Mais j'avais le sentiment que parfois, dans les espaces plus restreints, il avait du mal, justement, limite comme si ses jambes étaient trop grandes pour lui permettre de se servir de ça. Et vraiment, là-dessus, j'ai le sentiment que d'année en année, même au cours de la saison et même au cours de ses playoffs, il a de mieux en mieux géré cette capacité à faire grand pas, petit pas, se retourner dans les bons espaces, sans provoquer de faute, sans perdre comment dire, tout en sachant toujours à quel endroit il est précisément par rapport au cercle. Et je suis à 200% d'accord avec toi, Antoine. Ça, c'est un skills qui n'est pas donné à tout le monde. Et tu peux plus vraiment faire un mur. Je suis d'accord sur le fait qu'il a progressé parce qu'en fait, si tu regardes l'an dernier, Miami avait quand même une tactique de se dire bon, après, Miami a Adebayo qui est peut-être le mec qui est le plus à même de défendre sur Giannis. Je pense même, je vais même dire, c'est le mec qui peut, avec Anthony Davis, le mieux défendre sur Giannis dans cette ligue. Et du coup, bon, c'est différent, mais le Heat pouvait se contenter presque de faire un mur et ça ralentissait Giannis. Je pense que là, avec l'état de confiance et la progression qu'il a eu, tu peux pas juste faire un mur. Il faut que tu aies vraiment un mec qui soit capable de défendre sur lui. Ouais, Et il n'y en a pas beaucoup. et puis pour revenir sur la comparaison que tu faisais avec Kobe et Olajuwon, je pense qu'il y a aussi un effet visuel qui fait que les gens ne se rendent pas compte de ça parce que en ayant commencé le sport organisé aussi jeune que l'ont fait Olajuwon et Kobe, à l'âge de Yanis, tout était déjà très propre. Alors Ouais. que Yanis, il est encore en train d'apprendre. Donc des fois, il y a cette impression qui donne. Parfois, il peut donner l'impression d'être un peu brouillon dans ses Oui, drives, oui. dans ses reverse, etc. En fait, ça l'est pas tant que ça. Et à mesure qu'il va progresser, je pense que ça va être de plus en plus propre. Et Olajuwon, bah, c'est clair que la comparaison, elle est inévitable, je pense, parce que, en fait, à mesure que il est en train de se réinventer un petit peu, du moins, Oui. j'ai le sentiment qu'il s'est en partie réinventé pendant cette finale et pendant ces playoffs, Yanis, dans sa manière de jouer. Ça, je sais que c'est quelque chose qui te tenait à cœur, Antoine, le voir jouer plus comme un 5 au bout du compte. Moi, la force qu'il a, je trouve, c'est de savoir jouer un peu partout, mais là où il a progressé, c'est dans sa capacité à comprendre à quel moment il fallait qu'il joue, à quel endroit. Je ne sais Hmm. pas si c'est clair ce que Si, je veux si, dire je par vois. là, mais notamment maintenant, s'il se met à travailler son footwork proche du cercle, mais là, ça va être très, très, très compliqué parce que tu lui mets un move sûr en s'éloignant du panier, que ce soit un fadeaway ou autre, et un move pour contrer ça si le défenseur s'adapte, et c'est mort parce qu'il peut jouer, il a de tels appuis, de telles qualités athlétiques qu'il peut jouer ça à 3 mètres du cercle et finir dans le cercle à chaque fois. Mais Ah, le fait qu'il ait joué et commencé à d'autres positions sur le terrain, je pense que ça l'a beaucoup aidé au fil des années. C'est comme tu disais, il est capable de s'adapter en cours de match. S'il doit jouer plus remonter plus le ballon, s'il doit plus jouer comme un ailier ou comme un intérieur, il a une palette que les trois quarts des autres joueurs de la ligue n'ont pas en fait. Donc s'il maîtrise complètement toutes les positions, on a une sorte d'all-around player très très et two-way player aussi qui est très 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 dur à limiter. mais tu as raison, Ouais, ça, mais c'est un basketteur total, en fait. Ce qu'on disait une fois, là, c'est un basketteur total, en fait. C'est presque ça. c'est une espèce de Scottie Pippen de 2,10 m avec, avec le potentiel, quoi. Mais et là-dessus, je voudrais faire une transition parce que, alors, beaucoup ont critiqué le coaching de Budenholzer. Moi, le premier, sur certains éléments, notamment, j'avais le sentiment que offensivement, les choses étaient parfois trop dures pour son équipe ou pour ses joueurs. Alors, cette impression m'a pas totalement quitté et j'ai toujours le sentiment que parfois, il faudrait que pour Jrue Holiday notamment et Chris Middleton, il y ait des choses qui facilitent un petit peu leur capacité à marquer. Mais en revanche, je pense qu'il faut quand même souligner le travail qui a été fait par le staff des Bucks dans les ajustements, et notamment l'un qui est je vais revenir à Yanis là-dessus. C'est ce que j'ai trouvé vraiment très fort, c'est la manière dont Yanis finalement sait saisir les moments dans lesquels il faut qu'il joue ou qu'il crée du jeu ou qu'il soit agressif, ballon en main, et les moments où il va laisser les autres être agressifs et lui va se contenter, entre guillemets, avec tous les guillemets qu'on veut, d'être une espèce de role player XXL, et notamment là dans les fins de match, en confiant systématiquement quasiment la balle à Chris Middleton pour être à la création, et Yanis qui joue le pic, porter le pic, rouler, aller au rebond offensif, etc. Ça, j'ai eu le sentiment que c'était un des ajustements les plus importants de ces playoffs. Ouais, mais je pense que Budenholzer, en fait, c'est marrant, t'as l'impression qu'il lit les commentaires Reddit des gens qui se disent, putain,
Donc on me reproche ça, on me reproche ça, on me reproche ça. Quoi, Giannis, il joue trop meneur. Ok, bon, vas-y. Quoi, je sais pas m'ajuster. Non, mais honnêtement, ouais. Alors, je suis comme toi, euh, je suis pas complètement vendu sur je vais pas me mettre à penser que du jour au lendemain, le mec, c'est Eric Spoelstra ou Greg Popovich, tu vois. Mais clairement, il s'est adapté sur cette série. Il s'est adapté défensivement, il s'est adapté offensivement. Il s'était adapté contre les Nets, il s'est adapté dans ses rotations. Les gens lui reprochaient beaucoup de ne pas faire jouer assez ses stars. Il a donné plus de 43 minutes à chaque fois quand c'était chaud à Middleton et à Giannis. Au final, il a fait vraiment le taf sur cette finale. Et en face, il y a quand même un excellent coach qui est Monty Williams. Et voilà, il n'a pas à rougir du duel tactique avec Monty Williams. Et faut aussi souligner que sur le long terme, il a réussi à jamais perdre complètement la confiance des joueurs. C'était pas gagné parce que tu enchaînes les saisons où tu as l'impression d'avoir la meilleure équipe de l'Est ou pas loin. Enfin, tu as le double MVP et tu vas pas en finale. Bah, à l'intérieur du vestiaire, il suffit ça dépend des personnalités, mais voilà, Yanis aurait très bien pu dire bon, là, il me faut un autre coach, ou enfin, peu importe, lui ou d'autres. Hein, il a su trouver la manière de leur parler, de changer, de s'adapter, comme vous disiez. C'est aussi à mettre à son crédit, je pense. Clairement, Oui, très bien et vu. puis défensivement, là, il faut quand même lui rendre ce qui lui revient, quoi. C'est que son système défensif avec les joueurs qu'il a est extrêmement performant. Et je pense que aussi sur la durée, le fait qu'il varie énormément la manière de défendre sur le pick and roll, ce genre de choses, ça a fini par user aussi même un joueur comme Chris Paul, dont on connaît, qui a tout vu, il a tout vu en termes de couverture défensive, il a une lecture du jeu hors du commun, etc. Mais au bout du compte, avec la répétition des matchs, la fatigue imposée par Jrue Holiday, comme on en parlait dans le dernier podcast, etc., je pense que ça finit aussi par user les joueurs, ils finissent par être tellement dans... Enfin, pardon, je parle un petit peu longtemps, mais ce qui m'a frappé à la fin de ce match 6, c'est qu'il y a des moments où Phoenix devait absolument recoller au score, et on les voyait comme s'ils étaient un petit peu paralysés, en fait. Ils se regardaient, plus personne bougeait vraiment. Tout à coup, ils se mettaient à jouer beaucoup d'isolation alors que ce n'était pas vraiment leur fond de commerce. Tu sentais que limite, ils étaient tellement en train d'essayer de comprendre ce que Milwaukee allait leur proposer en défense qu'ils en oubliaient de jouer et d'être agressifs. C'est marrant que tu notes ça parce que pendant toute la série, j'avais le sentiment que Phoenix arrivait beaucoup plus facilement à marquer, même quand Milwaukee gagnait, tu vois. Il y avait toujours cette impression où tu te disais, putain, mais en fait là, genre les fins de match, quand je les regardais, j'avoue que j'avais quand même envie que ce soit Giannis qui gagne. Donc, c'est pas que j'étais partisan, mais un peu quand même. Et du coup, j'étais toujours en stress que à chaque fois que Phoenix a la balle, tu te dis ils peuvent marquer. Alors que chaque fois que Milwaukee a la balle, c'est l'inverse. Tu te dis mais comment ils vont marquer? Et ce que tu notes là sur la fin du Game 6, c'est exactement ça parce que ça s'est complètement renversé. Tu avais l'impression qu'à chaque fois que Milwaukee avait la balle dans le quatrième quart-temps qui commence à 77-77, tu vois, tu avais l'impression qu'à chaque fois qu'ils avaient la balle, ils allaient pouvoir marquer alors que Phoenix, c'était l'inverse. Tu finissais par te demander, mais qui va mettre un panier en fait? Comment ils vont mettre un panier? D'un coup, Booker et Paul, ils étaient perdus. Je ne pense pas qu'ils ont choke. J'aime pas cette. J'ai déjà vu ça sur Chris Paul après les finales. Je suis pas d'accord. J'ai vraiment pas l'impression qu'il s'est fait dessus, tu vois, ou qu'il s'est caché ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait, il y avait une défense qui est impressionnante et à la fin, tu es obligé de montrer certaines limites. Ouais, mais je suis... Vas-y, Shaq. Chris Paul, enfin, là, surtout sur ce match-là, en fin de match, il a essayé de prendre les tirs. Hein. Ouais, il a fait C'était un peu, il se passait un peu la balle avec Booker, un peu genre, allez, à ton tour d'essayer. Et au final, je crois que c'est Chris Paul qui finit meilleur marqueur des Suns avec Ouais. genre 25 ou 26 points, avec un pourcentage pas du tout horrible. Il a essayé, en fait. Hein, je suis d'accord. C'est pas il s'est pas complètement loupé. C'est juste que la dynamique générale était moins favorable qu'aux Suns au début. Les Bucks ont trouvé les adaptations et voilà. Non, mais complètement. Après, bon, c'est un peu aussi la manière dont le sport est souvent vu aujourd'hui. On est soit un grand champion, soit on s'est troué. Je pense que la vérité, elle est souvent entre les deux. Il n'y a pas de honte à perdre contre cette équipe des Bucks au bout du compte. Beaucoup de regrets du côté de Phoenix, normal, c'est légitime. Mais j'ai pas eu le sentiment, non, que quelqu'un passait totalement à travers de son match ou que c'était la faute d'un joueur en particulier si Phoenix n'a pas pu arracher ce game set. Ce qui était intéressant sur le match 6, pour y revenir rapidement, c'est que j'ai eu le sentiment que c'était le premier match des finales où la tension était réellement palpable des deux côtés.
et notamment tout le début du match où tu sentais que les deux équipes se regardaient un petit peu et que les joueurs étaient un peu pris par la pression de ce match, comme s'ils réalisaient soudainement qu'ils se retrouvaient sur ce match-là en finale, avec Phoenix, l'idée que perdre ce match, c'était tout perdre, et Milwaukee, l'idée de se dire que si ils ne saisissaient pas l'occasion à ce moment-là, peut-être que tout était remis en cause. Clairement. Mais ouais, mais ça va servir de bonne expérience quand même pour les Cameron Payne, les Cameron Johnson, les DeAndre Ayton, même Devin Booker, qui au final a fait des très belles finales, même s'il passe à côté d'un match. Dans l'ensemble, ces gars-là, ils vont quand même apprendre et sans doute ressortir plus fort de toute cette expérience. C'est quand même un luxe pour des joueurs comme ça de participer à un événement comme ça, d'aller aussi loin. Il y a tellement de joueurs jeunes qui n'arrivent jamais à passer ce cap en playoff. Eux, ils ont la chance de pouvoir, enfin la chance, c'est le talent, c'est le mérite aussi, mais ils ont pu vivre cette expérience et j'imagine qu'un joueur comme Booker, il peut que en sortir plus fort en fait. Totalement. Bah, d'ailleurs, c'est l'occasion de se projeter un peu vers l'avenir. Quel sentiment? Alors, on sait que la saison a été compliquée, on sait que les playoffs ont été émaillés de blessures, même si c'est le cas chaque année. Cette année, c'est vrai, un petit peu particulier, notamment quand on dénombre le nombre de superstars qui ont été touchés par des blessures importantes. Mais comment est-ce que vous voyez l'avenir pour ces deux équipes? On en voit par-ci par-là qui sont déjà prêts à vouloir coller un astérix à ce titre de Milwaukee, ce que je trouve assez injuste. Quoi qu'il en soit, quel avenir pour les Suns, quel avenir pour les Bucks? Comment vous voyez l'un et l'autre un petit peu l'avenir de ces deux équipes? Bah, pour Milwaukee, il n'y a pas tellement d'incertitude parce que le noyau va être là la saison prochaine et sur les 2 prochaines saisons minimum. Donc je parle de Jrue Holiday, Chris Middleton, Giannis, ça bouge pas. Et autour, je pense que ça a envie de rester ensemble parce que, comme le veut le cliché, le groupe a l'air de bien vivre, surtout après un titre. Donc pour Milwaukee, dans l'hypothèse évidemment d'une saison sans blessure, parce qu'au final, ils ont réussi à contourner plus que d'autres les blessures, même si on a eu peur pour Giannis. Dans l'hypothèse ou d'une saison normale, je vois pas pourquoi à l'Est, même s'il y a un gros morceau qui s'appelle Brooklyn, je me fais pas j'imagine pas un accident comme Dallas après leur titre, parce que là on a pas mal comparé le titre des Bucks et des Mavs, ou en tout cas le fait que Giannis et Dirk aient gagné, enfin leur succès. J'ai pas l'impression que le groupe va se disloquer, que ça va être une catastrophe derrière. Pour Phoenix, c'est un peu différent, dans le sens où on ne sait pas ce que va faire Chris Paul, et je pense qu'on est à peu près tous d'accord pour dire que sans Chris Paul, Phoenix fait pas la même saison et va pas aussi loin, va pas en finale NBA. Hein. Donc ça va dépendre de ce qu'ils font. Si le même noyau revient avec un ou deux ajustements, je vois pas pourquoi ils seraient pas capables de faire au moins une finale de conf, ou même avec des adversaires en face qui, pour le coup, se seront reconstruits et auront moins peut-être d'expérience collective en commun. Donc plutôt optimiste pour les deux, avec petite inquiétude pour Phoenix si Chris Paul s'en va. Moi, je vais aller dans le même sens, bon, plus ou moins dans le même sens. C'est-à-dire que les Bucks, alors je continue de penser ils seront toujours d'une manière ou d'une autre exposés à certaines limites. Voilà, du fait que là, leur noyau dur va rester le même et c'est clairement un point positif. Mais bon, voilà, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il faudra faire avec Middleton et Holiday, qui sont deux excellents joueurs, hein, de toute façon. Hein. C'est vraiment pas pour les rabaisser. Je dis juste que ça peut montrer certaines limites. Mais par contre, effectivement, comme toi, je les vois tout à fait capables en fait de revenir en finale et même de regagner un titre. Pas forcément faire le doublé parce que c'est très dur, mais je pense qu'avec Giannis, cette équipe peut vraiment viser le sommet en fait pendant des années. Je suis même plus optimiste que je n'étais avant pour Milwaukee. Et je me souviens que dans certains podcasts, j'ai dit que ça serait très dur de battre Brooklyn et tout, etc. Mais avec le recul, je me dis que les Nets, ils vont devoir quand même se coltiner en Antetokounmpo et une équipe des Bucks qui a complètement changé niveau confiance, qui n'a plus les mêmes choses à perdre. Budenholzer va plus devoir jouer sa place. Antetokounmpo a cimenté de toute façon déjà sa legacy quoi qu'il arrive. Middleton a gagné, Holiday a gagné. Ces mecs-là seront libérés beaucoup plus. Harden a jamais... Ouais, si Kyrie a gagné un titre, mais je vois les Bucks vraiment dans un autre état d'esprit et sur
même si les Nets ont dominé les Bucks sur les deux premiers matchs là, des demi-finales de conf, je pense qu'une série Nets-Bucks serait vraiment serrée. Et je ne peux pas me dire que Brooklyn serait partant d'avance. Et je pense qu'il y a un truc, c'est que Brooklyn sera nettement plus enclin aux blessures et aux Ouais. soucis hors du terrain que les Bucks. Et juste sur ça, je pense que Milwaukee doit garder le même effectif, en fait. Même s'il y a, voilà, je pense qu'il y aura toujours cette histoire avec, en fin de match, ok, tu dois raconter sur Middleton et Holiday, ils manquent parfois de régularité, et ils l'ont montré, même sur ces finales, ils ont manqué de régularité. Donc, ça sera toujours un peu ton espèce de petit truc qui te trotte derrière la tête, mais je pense quand même qu'il faut, chaque année, ils seront là, chaque année, ils seront candidats, chaque année, ils seront en mesure de gagner le titre. Par contre, pour Phoenix, je suis désolé, je fais un peu long, mais pour Phoenix, j'étais pessimiste et au final, enfin pessimiste. J'étais pas aussi optimiste et même s'il gagnait, je l'aurais pensé. Et je vais vous dire, même si Chris Paul y reste, je pense que Phoenix est un peu comme Miami l'an dernier, à la différence près que quand même ils ont des joueurs plus jeunes, donc il y a quand même une perspective d'avenir plus intéressante. Mais je continue de penser que c'était pas la meilleure équipe à l'Ouest, que ça ne le sera pas l'an prochain. Alors c'est facile à dire, mais là en attendant, je peux pas sortir finalement d'arguments parce que la vérité du terrain leur a donné raison. Ils sont allés en finale, mais je reste persuadé que ils sont pas bien au-dessus des Nuggets, ils sont pas au-dessus des Clippers. Les Lakers, quand ils vont revenir au complet, ça va être très dangereux. Et les Lakers auront des armes pour recruter cet été. Au final, nettement plus que Phoenix, c'est injuste, mais c'est plus facile d'attirer des joueurs quand tu as Lakers, quand tu as Anthony Davis, quand tu as LeBron James, quand tu es Los Angeles. Et justement, il y aura cette vraie question avec Chris Paul. Je pense que les Suns partent favoris pour le re-signer. Mais clairement, LeBron va essayer de le convaincre de venir aux Lakers. Je ne peux pas imaginer une seconde que LeBron n'essaye pas de le faire venir aux Lakers. Ouais, intéressant tout ça. Pour Milwaukee, je suis totalement d'accord avec vous, même si je pense qu'il y a quand même effectivement, il y a besoin de renforcer un petit peu l'effectif. En voyant le dernier match, même si Milwaukee a gagné, j'arrêtais pas de me dire, mais oui, effectivement, le fait qu'il n'ait pas pu choper Bogdanovic, ça a quand même été un énorme tournant qui aurait pu leur être fatal dans leur chance de titre au bout du compte sur cette saison. Donc je pense que Milwaukee, en gardant l'effectif actuel, a quand même besoin de trouver un deuxième créateur scoreur, mais qui puisse tenir la baraque en défense en sortie de banc. On a bien vu que Bryn Forbes, au bout du compte, a même plus été aligné à la fin parce que c'était trop difficile en défense. Budenholzer était obligé de jouer la carte Jeff Teague. On sentait bien qu'il le mettait le moins longtemps possible sur le terrain, mais il n'y avait pas le choix. Il fallait simplement mettre un joueur. Et heureusement que Bobby Portis a été bon parce que finalement, on n'en a pas parlé, mais il a eu un rôle surprenant mais déterminant dans cette série. Donc j'ai l'impression que Milwaukee, tout est en place pour pouvoir continuer à essayer de jouer le titre année en année, à condition effectivement quand même de pouvoir trouver un joueur ou deux pour renforcer un petit peu le banc dans cette dynamique-là. Pour Phoenix, alors, Phoenix, plus compliqué, effectivement. Au bout du compte, finalement, c'est l'équipe qui a fini deuxième de la saison régulière, qui a été en finale NBA. Donc, on pourrait se dire que ils ont fait une saison qui était logique pour eux. Enfin, deuxième à l'Ouest, ils ont fait une saison qui était logique. Pour le coup, je pense que si Phoenix veut avoir une chance de pouvoir devenir un contender de manière pérenne, il faut qu'il trouve un joueur d'impact pour renforcer l'effectif. La question va être celle-ci. Est-ce que le fait d'avoir fait une finale NBA, d'avoir Devin Booker, Chris Paul et Monty Williams, qui est unanimement apprécié à travers la ligue, peut permettre d'attirer un gros joueur qui serait prêt à prendre un peu moins d'argent pour essayer d'aller jouer le titre avec Phoenix? Je pense que c'est une des grosses questions pour eux pour cette intersaison. Ouais, je pense pour le coup qu'en plus ça va être compliqué. C'est presque injuste, mais j'arrive pas à voir qui peut les faire passer un cap et qui va vouloir y aller, et, sachant qu'ils n'ont pas non plus la place sous le cap pour vraiment recruter.
Donc, ça risque d'être compliqué. Pour les Bucks, quand tu parlais de. C'est marrant, j'ai pensé à Patty Mills. Moi j'aimerais bien voir Patty Mills. Après, c'est pas un très gros défenseur, mais s'il est prêt à faire un petit effort financier, enfin, un effort conséquent financièrement, je pense que ça peut être un joueur qui peut vraiment leur apporter. Avec Le qui Patty tu Mills, peux. le Patty Mills version FIBA Ah, Australie qui met 35 points par match. si c'est le Patty Mills FIBA, je mets les Bucks déjà favoris sur l'an prochain. Mais ouais, il y a des profils. Ce qui est bien, ce qui est marrant, c'est que en fait, quand tu es champion, bizarrement, tu attires plus que. Enfin, non, pas bizarrement, mais il y a un écart entre l'attrait que tu as envers le champion par rapport au finaliste. Mm. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Mais d'un coup, pourtant, vous étiez plus ou moins au même stade. Les finales sont serrées, mais il y a quand même, je trouve qu'il y a une vraie. Je vois bien des mecs venir au minimum vétérans à Milwaukee, beaucoup plus qu'à Phoenix au final. Ce qui Après, est, ce qui est ironique, la qualité, parce que bon, ils sont pas si loin. ouais. Tu sais, la série, ça peut basculer sur un rien, mais le vainqueur sort tout de suite beaucoup plus grand. Donc je pense qu'ils auront moins de mal à se renforcer que les Suns. Et ouais, Sur la qualité de vie, Phoenix, c'est pas trop mal par rapport à Milwaukee qui est quasiment tout en bas de l'échelle. Si tu prends juste les villes qui peuvent attirer, là on parle d'une franchise compétitive. Donc, mais ouais, Milwaukee, c'est pas ce qui est le plus attirant pour des, même au niveau business et tout. Phoenix, c'est quand même un peu au-dessus sur plein d'aspects. peut-être, mais en attendant, pour ESPN, ça restait quand même une terrible cities, tu vois. C'est clairement Ouais. pas, et même si ESPN n'est pas un exemple, hein, encore moins l'émission de Stephen Smith, c'est quand même souvent des avis qui, au final, sont partagés, tu vois, bah voilà, par une majeure partie des joueurs NBA, quoi. Donc, Non, mais ça va être. Oui, il faudra suivre. Ce qui est intéressant, je trouve quand même, c'est la culture que semble avoir commencé à créer les Suns au sein de leur équipe. Et je pense que ça peut parler à certains joueurs aussi. ouais. Ça qu'on n'en a pas parlé, mais pas particulièrement parlé, mais Monty Williams, encore une fois, pour ceux qui ont vu la petite vidéo de lui qui est allé dans les vestiaires des Bucks après le match 6 perdu par Phoenix pour féliciter les nouveaux champions. C'est quand même ce genre d'image, ça marque. Je pense qu'il doit avoir quand même un paquet de joueurs qui peuvent avoir envie de jouer pour un coach comme ça. Ça, c'est clair, c'est vrai. C'est vrai. Ça va être un sacré défi, hein. Mais déjà, le cas Chris Paul est délicat, quoi. Est-ce que les Suns présentent un meilleur dossier que les Lakers? Je dirais que oui, plus ou moins, tu vois. Déjà parce qu'ils ont l'ancienneté, ils le connaissent depuis un an, ils ont créé quelque chose tous ensemble, donc je dirais ils partent favoris pour le garder. Mais même s'ils le gardent, je pense pas qu'il a de choc, mais je trouve qu'il a quand même montré quelques limites au final. Enfin, il montre ses limites, c'est pas quelques limites, c'est qu'en fait, à un moment, il y a un mec plus dominant que toi en face. C'est-à-dire que Chris Paul, quoi qu'on en dise, même s'il est très fort, à un moment, il fait 1m80. À un moment, en face, tu auras un Giannis, un KD, un Kevin Durant, pardon, un KD. Tu vois, il y aura toujours un mec plus fort que toi en face. En tout cas, il y a de fortes chances qu'il y ait un mec plus fort que toi en face. Et on le sait comment ça marche dans cette ligue. Les superstars font gagner des titres. Et Chris Paul est une superstar, mais il faut que tu aies vraiment un des 5 meilleurs joueurs de la ligue où le plus souvent, ça reste la règle pour gagner. Et ça a été le cas pour Milwaukee. Il gagne jamais sans Giannis. Et si Jim McCollum peut demander des voix pour le vote des MVP à Chris Middleton, mais il a marché sur la tête. C'est Giannis qui te fait gagner. C'est comme ça que ça marche. Euh, Est-ce que Alors les oui, Suns sont un des 5 meilleurs joueurs du monde? Je pense pas. c'est une remarque intéressante, notamment parce que le problème pour Phoenix, c'est que si Chris Paul n'était pas le Chris Paul tueur qui peut être, c'est pas simplement ses performances qui en pâtissent, c'est les performances de toute l'équipe. Alors, on peut Exact. dire que c'est vrai de toutes les stars, mais c'est vrai que pour un joueur qui a autant la main sur le match et sur le ballon, littéralement, pour son équipe, ça pose des problèmes. Ça montre tout à coup, je veux dire, Cameron Payne, enfin, c'est sympa, hein, Cam Payne, c'est belle histoire, etc. Mais je pense que sa valeur intrinsèque en tant que joueur, elle a été aussi magnifiée à un moment par les performances de Chris Paul et de Devin Booker. Et quand tu arrives Bien totalement sûr. relâché en sortie de banc, en ayant juste à essayer de scorer, d'être agressif sans avoir à gérer l'horloge, plus devoir remonter au score, etc., c'est un peu différent. Alors, la bonne nouvelle pour Phoenix, c'est la jeunesse de l'effectif.
parce que quand on voit les performances de Mikal Bridges pendant ces finales, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'espoir à placer dans cette équipe. Quand on voit celle de DeAndre Ayton, même chose. On se dit que voilà, ces joueurs-là peuvent et vont progresser. Il n'y a pas de raison que ce ne soit pas le cas. Donc, tu peux te dire que finalement, l'an prochain, même en gardant le même groupe, ils seront peut-être, je ne sais pas, 10%, ça serait déjà beaucoup, 10% en plus fort, mais je veux dire, ces joueurs-là peuvent progresser. Notamment, ce que j'ai trouvé très intéressant avec Mikal Bridges, même si on peut avoir eu le sentiment qu'il était discret défensivement, elle a quand même fait un travail de malade. Et là, je pense que c'est son axe de progression principal, c'est pouvoir créer du jeu pour lui ou pour d'autres en sortie de dribble. Et on l'a vu un petit peu sur la fin de ce match 6 notamment, ou sur la fin de ces finales. Donc, ça, c'est intéressant pour Phoenix. Mais effectivement, à l'âge qu'a Chris Paul, il faut, si jamais Chris Paul devait rester et que Phoenix veut pouvoir retrouver les finales, trouver le moyen de renforcer l'effectif, à la fois pour lui rendre la vie plus facile et pour être un petit peu moins Chris Paul dépendant. Parce que finalement, on a vu dans ce match 6, Devin Booker, qui sortait de 2 matchs de 40 points, et c'est pas pour dire qu'il est passé totalement à côté, mais il a été pris un petit peu par l'événement, par le fait d'être jeune, d'être encore lui aussi dans l'apprentissage de à quel moment il faut que je prenne mes tirs, à quel moment il faut que je fasse jouer, etc. Donc, c'est pas simple. Mais autant Chris Paul peut aider l'effectif, autant là, j'ai le sentiment que si Phoenix veut progresser et passer un cap, ou du moins rester, retrouver ce niveau-là, il va falloir trouver des joueurs qui vont permettre à Chris Paul de maintenir son niveau à lui sur une saison, ou du moins dans des séries aussi dures que celle-là. Et le cas Booker, il est intéressant, je pense, et il va aussi décider pas mal de ce qui va arriver à Phoenix par la suite. Quoi que décide de faire Chris Paul, en fait, parce que là, je pense qu'on est d'accord pour dire que le franchise player, c'est Booker, enfin la franchise mise sur lui. Les matchs qu'il a fait offensivement, tout laisse penser que c'est le joueur, le joueur majeur. Quel est son plafond? Est-ce qu'il peut être encore beaucoup plus fort que ça? Du type top 5, comme l'évoquait Antoine, qui te permet d'aller en finale sur son simple talent quasiment ou sur son simple leadership. Et si Chris Paul reste, est-ce qu'il est capable là aussi de progresser suffisamment pour être moins dépendant de Chris Paul sur des matchs comme ceux des finales? Non, c'est clair. Ouais, grosse question. C'est la vraie problème. C'est aussi une des grosses problématiques et tu as raison. Tu fais vraiment bien de le souligner. Je pense qu'il a encore une certaine marge de progression. J'arrive pas à savoir jusqu'où. J'ai du mal à savoir jusqu'où. Euh, Concernant son leadership, je sais pas trop quoi penser. Honnêtement, je suis pas très convaincu, mais bon, il est jeune, donc c'est très facile de juger un joueur jeune, alors qu'au final, il est lui-même encore en train de se développer en tant qu'homme, donc c'est un peu, une critique facile, tu vois, mais bon, j'ai trouvé qu'il râlait quand même beaucoup, 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 et qu'il était pas forcément, c'est pas forcément, mais je dis pas vraiment comme une grosse critique, mais je pense pas que ça a été un jour, depuis le début de sa carrière, quelqu'un qui tire ses équipes vers le haut, même si je pense pas non plus que c'est juste un joueur de stats. Il a un côté James Harden. Par contre, si je peux faire une différence qui est quand même très importante, c'est que je trouve que lui, il fait les efforts, il se donne et il s'est donné en défense. Et, et du coup, c'est quand même une différence avec Harden dans l'état d'esprit et dans le comportement qui est intéressante. S'il peut continuer avec ce côté hargneux tout en progressant offensivement, en maîtrisant de plus en plus son jeu et qui mûrit au point de pouvoir porter ses camarades vers le haut, là, les Suns, effectivement, seront très dangereux, mais ça fait quand même beaucoup de si. Mais il y a un axe, en fait, il y a un axe de progression. Enfin, là, on a beaucoup, enfin, lui-même, en fait, on lui a parlé de la comparaison avec Kobe, qui a été son mentor, etc. En termes de leadership, ça m'a parfois rappelé quelques saisons où Kobe, ou quelques passages où Kobe était saoulé de jouer avec des mecs moins forts, qui n'arrivaient pas à faire les mêmes trucs, et qui étaient très exigeants, parfois agacés, machin. Mais au final, il a réussi à outrepasser ça sur des saisons avec Gasol et tout ça. Donc, c'est pas. Comment dire, c'est pas du tout un cas désespéré. Je pense qu'il Oh, peut clairement, progresser aussi en tant que leader au contact de mecs comme Chris Paul, justement. Je pense que ça lui fait du bien. clairement. Moi, je trouve ça un petit peu dur sur le leadership, personnellement, parce que d'une, effectivement, c'est la jeunesse du joueur. Je pense qu'au même âge, on ne citait pas Michael Jordan ou Kobe Bryant comme étant des modèles de leadership. Et par ailleurs, moi, c'est justement l'impression que j'avais eue, moi, durant ces playoffs.
j'avais trouvé qu'il avait vraiment, on ne pouvait plus dire que c'était simplement un scoreur d'équipe qui perd et que finalement, ce dont tu parlais tout à l'heure, Antoine, là, son engagement, notamment en défense, notamment quand même dans la série contre les Clippers, après s'être fait casser le nez, revenir, jeter son masque parce que ça l'empêchait de jouer comme il voulait, etc., et continuer d'aller au contact. Moi, j'ai trouvé plutôt exemplaire dans l'engagement et je pense que ça aussi, c'est une vraie forme de leadership. Après, ce qui se passe dans le vestiaire, finalement, les discussions, on ne sait pas trop précisément ce que c'est. Bien sûr. C'est vrai que quand tu as un coach comme Monty Williams, je pense que ça t'aide aussi à toi apprendre progressivement parce que l'équipe a déjà un leader manifestement émotionnel et puis en termes de relationnel très fort en Monty Williams, qui n'est pas uniquement dans le type de coach qui va aboyer sur ses joueurs. Encore une fois, il y avait des images assez fortes de lui avec DeAndre Ayton pour essayer de le remettre dans le match, etc. Donc, je ne suis pas particulièrement inquiet de ce côté-là pour Phoenix. D'autant que ce que je trouve intéressant, c'est que manifestement, il a peut-être qu'il l'avait déjà avant, mais en tout cas, il semble avoir le respect de ses pairs PAIRS au sein de la ligue. Et ça, c'est intéressant. Quand on a un joueur aussi jeune, avec du potentiel qui est déjà aussi fort et qui inspire le respect aux autres joueurs et aux autres grands joueurs, ça veut dire que c'est un joueur qui peut potentiellement permettre de faire venir d'autres joueurs à lui. Non, clairement, mais pour nuancer un peu ce que j'ai dit, il y a une autre chose, c'est qu'il a quand même fait preuve d'une vraie maturité en acceptant la présence de Chris Paul et en, En la demandant même. oui, en la demandant, ce que Harden justement n'avait pas réussi à faire. Quand je dis qu'il tire pas ses équipes vers le, enfin qu'il tire pas ses équipes vers le haut, déjà c'est pas aussi catégorique que ça en fait. Ma phrase sonne comme ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que il doit encore apprendre à pas à faire. Si tu veux, je ne dis pas qu'il ne sait pas faire gagner et qu'il fait que des stats. C'est vraiment pas un point aussi catégorique. C'est juste qu'à un moment, quand tu grandis, il faut que tu apprennes aussi un peu comme Giannis, tu vois, qui a passé ce cap et qui sait faire gagner son équipe au-delà d'un certain stade. Et ben, je pense que Booker va devoir passer par cette même transformation. Et je suis pas comme vous, je suis pas pessimiste pour Booker. Je, je trouve comme tu dis, il force le respect, il a une forme de maturité. Et pour revenir sur son leadership, je me souviens que Jimmy Butler, au même âge, pareil, on disait que ce n'était pas un leader, etc. Et au final, c'est devenu un des meilleurs leaders de la ligue. Donc, Booker, je pense que ses coéquipiers, ils le suivent. Je pense qu'il apprend aux côtés de Chris Paul. Je suis persuadé que ce n'est pas un cancer de vestiaire, par exemple. Donc, je pense que les gars l'aiment bien. Donc, il y a évidemment du positif et de l'optimiste et de l'optimisme. Après, c'est prendre tout développer à la fois pour vraiment arriver à ce cap de OK, moi, je suis le genre de franchise player qui peut mener n'importe quelle équipe au titre. Ça, tu vois, ce développement-là, je ne sais pas jusqu'où il peut aller là-dedans. Je vois tout à fait. Du coup, je rebondis parce que tu parles de Jimmy Butler, mais entre Jimmy Butler et Bobby Portis, deux mecs qui ont été expulsés des Bulls parce que soi-disant ils n'avaient pas les capacités pour faire gagner une équipe, quand même, tu as un peu le sentiment qu'ils ont expulsé deux des joueurs qui avaient des tempéraments de compétiteurs énormes et que c'était vraiment pas un problème de joueur, mais de management plutôt quand même. Ouais, C'est ma clairement. petite parenthèse Chicago. Non, c'est vrai, c'est vrai. Une pensée pour Nicolas Mirotic qui a dû regarder les finales après l'histoire de la patate à l'entraînement et où personne l'a soutenu. Voilà. Ouais. Ils avaient aussi Cameron Payne, les Bulls. Oui, c'est vrai. Mais c'était pas le même Cameron Payne. C'est c'est ça. À voir quand même. Je suis un peu sceptique sur Cameron Payne, mais je suis peut-être un peu dur à Oui, voir s'il se maintient non, mais à ce level. ce que tu as dit est juste. C'est marrant quand ton équipe performe forte, les valeurs des joueurs, même s'il a fait ses matchs, hein, il a vraiment eu un impact intéressant sur les playoffs, mais effectivement, ça peut sublimer certains joueurs. Au final, tu aurais eu un joueur plus fort dans la même situation, il aurait fait encore mieux. Je veux dire, Et ouais, bah ouais, c'est la difficulté de ces micro-moments. L'an dernier, on parlait des finales NBA de la bulle avec tout un tas en cherchant après à expliquer des phénomènes qui semblaient un peu, comment dire, irrationnels. Cette année, c'était les blessures avec une saison encore un peu compliquée. Voilà, l'an prochain, on devrait repartir quand même sur des bases plus saines, on l'espère tous. Sachant qu'entre-temps, il y aura la draft, il y aura la trade deadline, donc il va y avoir tout un tas de choses. On sait que la NBA qu'on retrouvera l'an prochain, ça ne sera pas tout à fait celle qu'on aura quittée cette année. En tout cas, voilà, Milwaukee.
vraiment un très beau champion porté par un MVP et par un joueur, un franchise player hors norme. Phoenix, encore une fois, parcours incroyable. Personne, enfin moi en tout cas, j'aurais jamais parié sur une chance de Phoenix d'aller en finale NBA cette année et même d'avoir une chance de remporter le titre quand ils ont signé Chris Paul l'été dernier. L'été va être chaud, il y a les Jeux Olympiques, bref, plein de choses à suivre, qu'on va suivre en détail sur Basket Session pendant tout l'été. Nous, avec Antoine et Shai, on vous retrouve très vite pour un prochain podcast. Là, on va faire une petite pause estivale histoire de recharger les batteries. Et puis, j'ai hâte de voir un petit peu ce qu'aura donné cet été, ce qu'auront donné la draft et la free agency, et puis qu'on puisse se remettre la tête tranquillement dans la NBA pour la saison prochaine. Yes. Yes. Allez, bel été à tous et à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao.